Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Longtemps considérée comme un simple levier de diplomatie culturelle, l'industrie culturelle et créative s'affirme désormais comme un véritable levier de développement économique. D'ici 2030, le gouvernement ambitionne de doubler le poids économique du secteur et de s'appuyer sur la numérisation et l'exportation des talents marocains. Cette nouvelle orientation vers une véritable économie de marché soulève des défis majeurs en termes de financement, de cadre juridique et de transformation digitale. Si le potentiel est immense, l'enjeu actuel réside dans la capacité du Maroc à transformer ses talents bruts en entreprises pérennes et à réduire également les disparités régionales en matière d'accès à la culture. Nous allons justement parler ce soir avec Hicham Ben Saïd Laalaoui. Vous êtes fondateur et gérant de HBA Consulting. Bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir, le plaisir est pour moi. Merci d'avoir répondu présent à cet appel. On va parler justement des industries culturelles et créatives au Maroc. Un secteur qui représente à peu près entre 2,4 et 2,7% du PIB. On parle d'environ 130 000 emplois. Et on veut doubler ces chiffres d'ici les années qui viennent, justement. Selon vous, quel est le potentiel économique de ce secteur ? Je pense que le potentiel économique de ce secteur est particulièrement intéressant. Si on fait juste un petit calcul rapide, une référence, qu'on le veuille ou non, au niveau mondial de la culture est pour moi le modèle français, à travers ces différents modèles de culture, audiovisuel, sites touristiques, musées, bibliothèques, régionalisation avancée au niveau des collectivités. Si on fait un petit calcul rapide, on va s'apercevoir que le budget alloué au ministère de la Culture en France est de l'ordre de 4,5 milliards d'euros. Ce qui, comparé aux 3 000 milliards de PIB français, donne quelque chose comme 0,15% du PIB de la richesse dévolue à la culture en France, pour des revenus de l'ordre de 2% du PIB. Au Maroc, nous sommes sur des revenus très similaires. En revanche, le poids du budget du ministère de la Culture, qui est de l'ordre de 1,3 milliard de dirhams, inchangé depuis 2025, par rapport au PIB marocain, est à peu près, en termes de pourcentage, la moitié de ce qui est dévolé en France. Donc, on arrive à faire plutôt de bons résultats en termes de richesse par rapport à une mise de départ inférieure à certains benchmarks internationaux. Et donc, ça me fait dire que si, peut-être, on ajoutait un peu plus de budget au ministère de la Culture, il y aurait certainement une courbe exponentielle en termes d'entretien, de restauration de certains sites ou de promotion de nouvelles activités. En tout cas, ce qui est fait n'est absolument pas mauvais par rapport au budget alloué. Et je suis persuadé qu'il y a un vrai potentiel si on pouvait augmenter un peu plus les budgets de la culture. Un vrai potentiel qu'il faut explorer aujourd'hui davantage. Si on devait parler aussi du secteur informel, combien pèse-t-il justement dans ce secteur des industries culturelles et créatives ? Alors ça, c'est une excellente question parce que lorsqu'on parle du secteur de l'industrie créative, j'aime beaucoup la dénomination qui peut sembler antinomique parce que nous parlons de culture, mais nous devons parler d'industrie de la même manière qu'on parlerait d'industrie du foot, industrie des loisirs. C'est quelque chose de très sérieux qui a une visée récréative ou ludique, mais quelque chose qui est excellemment orchestré en amont. Et lorsqu'on parle de l'industrie des loisirs, l'industrie de la culture, il y a certainement pas mal de spectacles qui sont organisés à ciel ouvert. Il y a des spectacles parfois improvisés dans les rues. Il y a encore une certaine prévalence de l'informel dans ces secteurs que nous pouvons voir au gré de nos déplacements dans les villes, des spectacles improvisés dans les quartiers, dans les villes. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est-à-dire un conteur de rue, un spectacle, ce qui se passe au niveau de certaines places folkloriques au niveau de notre pays, ça, je pense que c'est très difficile de quantifier puisqu'il s'agit essentiellement de pourboires et de cash qui circulent. C'est très difficile à quantifier. En revanche, le secteur de la culture au Maroc est quand même très normé. Si on parle des festivals classiques, pour certains qui ont une renommée internationale, mondiale, qui dépasse de très loin le simple cadre marocain ou même africain ou maghrébin ou méditerranéen, si nous parlons d'événements, si nous parlons d'institutions telles que des musées, telles que des bibliothèques, etc., je pense que là, le poids de l'informel devient marginal. Donc, pour répondre à la question, je dirais que pour moi, très certainement que l'informel dans le secteur de la culture, même s'il existe, bien sûr, au même titre que c'est le cas malheureusement dans la plupart des pans de notre économie, de notre vie quotidienne, je pense que
vu une prévalence d'une certaine orthodoxie insufflée par le ministère et par des institutions fortes qui gèrent le patrimoine, qui gèrent la culture. Je pense que cette prévalence de l'informel est quand même très inférieure à ce qui se fait dans d'autres secteurs. Vous l'avez dit, la programmation au Maroc est riche en termes d'événements, justement culturels, et on est dans un élan où ça continue davantage. On voit aussi beaucoup de succès individuels des artistes, les créateurs de contenu. Quel est le principal chaînon manquant aujourd'hui au Maroc pour justement transformer ces talents individuels en une petite entreprise qui puisse se pérenniser dans le temps? Alors, je pense que ce qui pourrait être intéressant à explorer dans cette piste, c'est peut-être une refonte d'abord des contenus pédagogiques au niveau des différents instituts et des centres de formation. Donc, je vous cacherai pas que j'ai pas fait forcément cette filière d'éducation, donc je suis pas très au fait des programmes éducatifs récents pour le moment, mais je pense que de plus en plus inclure des modules plus ou moins poussés, je ne sais pas d'ailleurs en toute transparence s'ils existent ou pas, sur la production au niveau des contenus sur Internet, sur les plateformes de streaming, je pense que ça permettrait d'orienter et d'encadrer davantage certains de ces streamers, ces youtubeurs. D'ailleurs, on l'a vu dans le cadre récent d'une certaine campagne qui a été menée. Certains youtubeurs, certains streamers ont objectivement beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, mais malheureusement, pour certains, on ne va pas faire d'amalgame, une recherche de la facilité ou bien peut-être une recherche un peu de buzz rapide fait que ils ou elles s'égarent de leur visée première, c'est-à-dire créer des contenus à plus ou moins forte valeur ajoutée, mais en tout cas qui drainent du public. Et parfois, certaines et certains se perdent en route. Donc moi, je pense que tout d'abord, ça passe par des contenus pédagogiques à renforcer pour développer cette filière du streaming, cette filière de la culture qui constitue un vrai relais de croissance aujourd'hui. Deuxième sujet, je pense qu'il faut trouver un équilibre, mais il est très difficile à trouver, entre ce qu'on appelle la culture grand public, c'est-à-dire les films à grand spectacle, etc., et une certaine culture élitiste. Les fameux festivals d'art et d'essai, par exemple, Sundance Festival aux États-Unis, par rapport à des films comme Le Comte de Monte Cristo en France, on a pris l'exemple français, qui vont vous faire 15 millions d'entrées. Donc, c'est cet équilibre pragmatique entre un réalisateur, un producteur, toute une chaîne de valeur qui ne perd pas de vue la finalité artistique, mais d'un autre côté, qui ne perd pas de vue que c'est avant tout une industrie, que c'est un projet pérenne, qu'il faut payer des techniciens, qu'il faut payer une chaîne de valeur, qu'il faut adresser des messages intelligibles pour le public. Et donc, pour moi, c'est le nœud gordien de l'histoire. C'est peut-être des réalisateurs et un monde artistique, pour certains en tout cas, qui deviennent un peu plus pragmatiques. C'est déjà le cas de certains, mais ça manque à d'autres, pour adresser un discours intelligible pour le grand public, mais d'un autre côté, une volonté de tendre vers des contenus de meilleure qualité pour essayer de tirer vers le haut le niveau ambiant, et c'est aussi le rôle de la culture. Donc pour moi, ce qui manque, c'est, pour récapituler, d'abord des contenus pédagogiques dans l'air du temps, davantage dans l'air du temps, c'est-à-dire comment faire du bon contenu, quels sont les risques juridiques auxquels nous sommes exposés, qu'est-ce que la diffamation, qu'est-ce que du dénigrement, qu'est-ce qu'un certain nombre de choses. Et ça va beaucoup servir à cette génération qui est pour beaucoup autodidacte et qui mériterait peut-être une sorte de recyclage ou une formation, une validation des acquis de l'expérience. Et d'un autre côté, je pense qu'on devrait avoir des spectacles grand public, pour certains, sans faire d'amalgame, qui seraient de meilleure facture artistique, mais également certains spectacles, des pièces de théâtre par exemple, destinés à un public élitiste, qu'elles soient un petit peu plus généralistes, mais sans pour autant se contredire. C'est assez paradoxal à mettre en place, mais certains réalisateurs, par exemple, aux États-Unis, en Allemagne, en France, au Maroc aussi chez nous, y arrivent très bien. C'est cet équilibre entre je donne de l'art de bonne qualité, mais je pense aussi à la filière à pérenniser, et au lieu d'envoyer des messages abscons, des messages compréhensibles par une petite frange, j'envoie des messages qui vont parler à tout le monde, et ça aura un retentissement positif sur toute la chaîne de valeur. Effectivement, vous avez parlé de la formation qui est un point aujourd'hui central, un point important, parce qu'il nous faut une formation qui soit adaptée avec les besoins du marché tel qu'il est aujourd'hui, celui de ce secteur culturel. Il faut également un financement qui doit être mobilisé, investi pour pouvoir le développer davantage, un cadre juridique pour les créateurs de contenu et donc s'adapter à cette transformation digitale. Vous avez parlé aussi des secteurs les plus classiques. Il y a le cinéma, il y a le théâtre, il y a également le monde de l'édition. On n'en parle pas suffisamment, mais le livre, et cela
il faut qu'il y ait un public pour ce genre d'activité, justement. Comment faire en sorte de faire de ce secteur aujourd'hui un réel, véritable levier de développement économique et avoir une société qui soit prête également à consommer la culture? Alors ça, c'est un vaste débat parce que lorsqu'on regarde parfois le budget de la culture au Maroc un peu plus dans le détail, il y a de très bons articles qui le détaillent, on verra par exemple que s'il est question de livres et d'édition, parfois on parle d'une quinzaine de millions de dirhams pour l'achat de bibliobus ou pour le développement d'infrastructures, espaces de lecture. Alors, à l'échelle d'un pays, quelques millions de dirhams semblent quand même assez faibles pour pouvoir réellement booster cette filière. Bien entendu, les budgets de n'importe quel pays ne sont pas extensibles. Il y a un certain nombre de priorités parce que il est question d'une refonte en profondeur d'un certain nombre de secteurs de notre vie quotidienne. Et je pense que en termes de retombées positives de la lecture, une génération qui lit est une génération plus en phase avec son temps, qui a peut-être un recul historique qui lui permet de ne pas rééditer des erreurs qui se sont produites par le passé. C'est une génération qui peut exprimer ses idées intelligiblement et cette expression va rejaillir positivement. Je lisais les travaux d'un sociologue, j'avais trouvé très très intéressant, qui faisait un lien entre la violence et la pauvreté des mots, tout simplement, parce qu'il disait on passe au coup lorsque nous avons un vocabulaire limité et on n'arrive pas à exprimer une gradation dans les sentiments. Le défi aujourd'hui, M. Ben Saïd, c'est l'accessibilité à tous. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut vivre avec son temps. Si de notre temps, ou du mien en tout cas, il était logique et normal, cohérent d'acheter un livre auprès d'un bouquiniste ou d'une bibliothèque, etc., et de le lire. Là, nous sommes face à une génération connectée, une génération qui passe son temps derrière les écrans, une génération aussi qui a peut-être un temps de concentration inférieur à ce qui a pu être le temps par le passé, où nous pouvions passer 1h30 à voir un match de football, nous pouvions passer quelques jours à lire un livre, nous pouvions passer 1h30 de concentration pure et parfaite à voir un film au cinéma. Aujourd'hui, et de manière très pragmatique, aujourd'hui, il est assez difficile de mobiliser le temps d'attention d'un jeune, on peut le voir même dans nos familles, et je pense que si nous voulons booster ce vecteur économique qui est le secteur culturel, il faut vraiment s'adapter à son temps, soit à travers des audiobooks, soit à travers des livres digitaux sur des liseuses et autres à des prix très très compétitifs, soit en promouvant les nouvelles, le retour des nouvelles telles qu'il a pu les écrire Maupassant et autres, c'est-à-dire une quinzaine de pages qui vont permettre d'impacter. Mais ce qui est clair dans ma tête, essayer aujourd'hui d'imposer la comédie humaine ou bien les Rougon Macquart à une génération telle que celle d'aujourd'hui, ça peut être davantage une vue de l'esprit que quelque chose de réellement pragmatique. Moi, je verrais bien, de manière très, très terre à terre, si on a un peu plus de mal à se concentrer aujourd'hui, qu'on privilégie les nouvelles, qu'on privilégie des circuits courts, et il ne faut pas aller à contre-courant de l'évolution ou bien faire des Don Quichotte. La nouvelle génération a ses codes, a ses orientations qui sont très, très légitimes et très louables. Autant leur offrir un contenu qui va leur parler plutôt qu'un contenu qu'on estime de meilleure qualité, les Montesquieu, les Balzac et les Hugo. Et peut-être que la nouvelle génération n'a pas envie de passer autant de temps à lire ce type d'ouvrage. Il faut s'adapter à son temps et ne pas surtout vouloir imposer des choses qui marchaient à 30 ou 40 ans. Un contenu pour leur parler et qui fasse de chaque région justement du royaume un hub créatif. Merci à vous, Hicham Ben Saïd Alaoui. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Je rappelle que vous êtes fondateur et gérant de HBA Consulting. C'était un plaisir. C'est le mien. Merci beaucoup. Ravi. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.